bienvenue dans cette émission de Diversité Plus. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes de logement, notamment dus à la gentrification sur le plateau Mont-Royal. Pour cela, nous recevons Madame Gabrielle Renaud, organisatrice communautaire du comité logement du plateau Mont-Royal. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Bienvenue. Merci. Donc Gabrielle, quels sont les principaux problèmes de logement sur le plateau Mont-Royal actuellement? Mais présentement, sur le plateau Mont-Royal, c'est sûr que c'est un des quartiers les plus gentrifiés de Montréal. Donc, les problèmes qui sont associés, ça va être les hausses abusives de loyers. Nous, on connaît un phénomène assez intense et marqué d'éviction et de reprise de logement. Comme cette année, 22% du service a été en lien avec les problèmes d'éviction, donc des propriétaires qui reprennent un logement de manière illégale habituellement, donc pas nécessairement pour agrandissement, subdivision, mais pour justement pouvoir augmenter les loyers ou les convertir en copropriété indivise. D'accord. Et quelle est la mission du comité sur ces problèmes-là? Le comité logement, de manière très large, c'est améliorer les conditions de vie de logement des locataires du plateau Mont-Royal par la mobilisation collective et l'action sociale. Il y a deux pans, dans le fond, principaux à la mission du comité logement. Tout d'abord, c'est la protection du parc de logement locatif, puis ensuite, c'est la promotion du logement social. D'accord. Et en matière d'augmentation des loyers, j'imagine que c'est quand même réglementé. Jusqu'à où on peut augmenter un loyer quand on est propriétaire? Mais c'est ça, c'est réglementé, mais à chaque année, c'est des nouveaux calculs. Donc, c'est la Régie du logement qui, à chaque année, sort des indices, donc des balises d'augmentation de loyer. Un certain pourcentage, dépendamment si ton loyer est chauffé ou non. Mais à ça, il faut rajouter aussi l'augmentation des taxes municipales, des taxes scolaires, les travaux majeurs qui ont été faits sur l'immeuble ou à votre logement et également les assurances. Mais ça, on vous conseille souvent d'aller consulter un comité logement qui suggère une grille de calcul plus simplifiée que celle proposée par la Régie du logement pour connaître c'est quoi la hausse non abusive d'augmentation de loyer. Dans quel cas un locataire peut-il être expulsé de son logement? Mais dans le fond, les cas où un locataire peut être expulsé de son logement, c'est à cause qu'il va recevoir un avis d'éviction ou de reprise de logement. Ces deux cas qui sont vraiment réglementés et balisés par la Régie du logement, une éviction et une reprise de logement, le locataire doit avoir un avis écrit 6 mois avant la fin de son bail si son bail est de 12 mois. Donc, si le bail finit au mois de juin, comme la majorité, fin juin, comme la majorité des baux au Québec, c'est avant le 31 décembre d'avoir un avis écrit indiquant le motif de la reprise ou de l'éviction et la date de la reprise ou de l'éviction. Pour une éviction, les seuls motifs qui sont légaux, c'est une subdivision, un agrandissement ou un changement d'affectation. Et pour une reprise de logement, c'est pour les parents ou les enfants du locataire ou pour le locataire même. Mais pour une hausse de loyer, c'est sûr qu'il peut y avoir beaucoup d'harcèlement, d'intimidation pour accepter la hausse, mais en aucun cas, un propriétaire peut expulser un locataire s'il refuse une hausse de loyer. J'ai connu pas mal de cas où les propriétaires faisaient beaucoup de chantage moral, par exemple, sur les personnes. Donc, quels sont les recours quand on subit des abus comme ça de la part de son propriétaire? Mais c'est sûr que c'est difficile, puis c'est vraiment difficile pour la santé mentale aussi des locataires d'avoir un propriétaire qui fait de l'intimidation et du harcèlement pour divers cas. Même dans certains cas, nous, on voit qu'il y a beaucoup de propriétaires qui font même du bruit et des travaux à des heures impossibles pour justement intimider ou inciter le locataire à quitter le loyer. Les recours, ça serait vraiment de documenter le bruit, avoir des témoins aussi d'intimidation, si on peut filmer ou enregistrer ces états-là ou ces faits d'intimidation, d'avoir un journal de bord également. Puis après, ça serait d'envoyer une mise en demeure au propriétaire pour lui dire qu'il faut que cesse le harcèlement. Si ça devient du harcèlement aussi physique, sexuel ou psychologique, c'est appeler la police. Ça il faut le faire. Puis sinon, c'est ouvrir un dossier à la Régie du logement. Ça peut prendre beaucoup de temps, il faut avoir beaucoup de preuves. Donc, des fois, ça peut être un peu plus difficile. Puis là, on voit encore que la Régie du logement est-elle plus favorable aux propriétaires. Puis ça devient difficile, des fois, pour des locataires de se défendre adéquatement dans ces situations d'harcèlement-là. D'accord. Sur le plateau Mont-Royal, on voit aussi les nouveaux arrivants qui se font facilement avoir par des loyers exorbitants. Mais vous, qu'est-ce que vous leur conseilleriez avant de justement louer n'importe quel logement? Mais c'est sûr que les nouveaux et les nouvelles arrivants et arrivantes sur le plateau Mont-Royal, il faut rendre accessible l'information pour qu'ils puissent connaître adéquatement leurs droits en matière de logement et de savoir c'est quoi les obligations des propriétaires et les droits des locataires pour, dans le fond, qu'ils soient en mesure de bien
connaître dans quoi qu'ils s'engagent. On pourrait suggérer également que quand on fait une visite de logement, d'être toujours accompagné, parce que 2 têtes valent mieux qu'une quand on visite un logement. Des fois, on se fait avoir, fait qu'il faut être certain on a bien compris l'information peut-être à plus qu'une personne. Appeler un comité logement si on a des doutes. Et souvent aussi, on peut faire face à beaucoup de discrimination. Et ça, c'est illégal au Québec pour l'accès à un logement. Donc, ça serait appeler la Commission des droits de la personne, prendre en note le numéro du propriétaire, bien documenter en quel cas il a fait de la discrimination. Puis après ça, on n'aura peut-être pas nécessairement accès au logement, mais avoir un dédommagement par rapport à cette forme de discrimination-là. Mais ça serait vraiment rendre accessible l'information pour que tous et toutes puissent en bénéficier plus largement. D'accord. Et pour les personnes qui ne peuvent plus se permettre d'habiter dans cet arrondissement, de par le marché locatif privé qui devient trop exorbitant, quelle autre alternative il existe ici? Mais il y a du logement social. Nous, c'est une des grandes revendications qu'on porte, le comité logement du plateau de Mont-Royal et les autres comités logement. Il y a de moins en moins de logements sociaux qui se construisent sur le territoire montréalais et aussi au Québec. Il y a de plus en plus de coupures, mais il y a 3 types, dans le fond, de logements sociaux qui sont des alternatives au marché locatif privé. Il y a les HLM, c'est les habitations à loyer modique. Ça, c'est des maisons subventionnées par l'État. Donc, c'est des personnes qui payent 25% de leurs revenus. Ça, il faut s'inscrire pour être sur une liste des HLM, puis il y a des priorités dépendant du revenu, de la composition familiale et des problèmes sociaux, économiques que ces personnes-là vivent. C'est sûr que c'est une alternative qu'il y en a vraiment... Ils s'en construisent plus depuis 1994, donc les listes d'attente sont très, très longues. Donc, dépendant de votre situation, ça peut prendre entre quelques mois à 15 ans à obtenir un HLM. Donc, des fois, c'est pas nécessairement la solution la plus urgente qui va faciliter un accès rapide au logement. Sinon, il y a des coopératives d'habitation. Ça, c'est des logements qui sont dans une mentalité de solidarité, de gestion de l'entreprise. Donc, les locataires sont membres de leur lieu d'habitat. Donc, sont un peu, on pourrait dire, en même temps propriétaires et locataires. Les décisions se prennent en assemblée générale et tous et toutes doivent s'impliquer, ont des tâches connexes à la coopérative. Donc, ça peut être le ménage, l'entretien, le trouble de voisinage. On peut également être sur le comité des finances ou le conseil d'administration. Mais c'est vraiment un milieu de vie collaboratif, dans le fond, qui aussi, à certains logements, a des subventions au loyer qui va permettre aux locataires de payer 25% de leurs revenus. Et habituellement, les coopératives de logement sont à 99% du marché privé. Mais quand on devient membre de la coopérative, le loyer devient à 75% du prix du marché privé. Donc, il y a vraiment une bonne réduction comparativement au prix du marché privé. Puis sinon, il y a les OBNL d'habitation, les organismes à but non lucratif, qui généralement sont gérés par les organismes communautaires ou les organismes paramunicipaux. Donc, leur mission, c'est pas de faire du profit comparativement aux propriétaires sur le marché privé, que l'objectif, justement, est de pouvoir gagner plus d'argent. Donc, c'est pour habituellement les populations plus ciblées, les OBNL. Donc, ça peut être les familles, les personnes seules, les personnes avec des troubles de santé mentale. Ou des fois, c'est plus spécifique comme mission. Mais des fois, c'est appeler à vos comités logement. Absolument, on a des listes de références de ces logements sociaux-là qui sont disponibles sur le territoire. D'accord. Et c'est quoi le pourcentage de notre salaire raisonnable dans un logement, selon vous? Bien, habituellement, mais c'est sûr que le plus raisonnable serait le moins cher. C'est sûr que le seuil de faible revenu, on dit que si on paye plus de 20% pour la bouffe, se vêtir, se loger, on serait en dessous du seuil de la pauvreté. Habituellement, on pourrait dire que c'est entre 25 et 30%. Et c'est ce qui est je dirais plus 25%. Ce qui est alarmant sur le plateau Montréal, ça, j'ai des chiffres un peu ici, mais c'est qu'en 2011, il y a 44% des ménages sur le plateau Montréal qui payaient plus de 30% de leurs revenus pour payer leur loyer. Puis qu'est-ce qui est encore plus alarmant, c'est 27% des ménages qui payent plus de 50%, mais seulement pour leur loyer. Donc après les dépenses de nourriture, de vêtements, d'hydroélectricité, d'Internet, il reste vraiment plus grand-chose pour subvenir à la vie quotidienne. Et est-ce qu'il y a assez de logements sur le plateau Mont-Royal actuellement ou pas assez pour la demande? Mais c'est sûr que assez de logements
il y a beaucoup de logements et de condos qui se construisent présentement sur le plateau Mont-Royal, mais ça répond pas nécessairement aux besoins de la population du plateau Mont-Royal, parce qu'il y a encore 73% de la population qui est locataire sur le plateau Mont-Royal. Donc, les condos correspondent pas nécessairement à cette réalité-là. Puis, comme je viens de sortir les chiffres du Tour des Forts, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations plus de précarité. Mais sinon, sur le plateau Mont-Royal, j'avais aussi sorti des chiffres sur, je sais pas si je les ai. Environ, il y a 25 000 personnes sur les listes d'attente pour avoir du logement social sur le plateau Mont-Royal et c'est environ 836 personnes sur les attentes des HLM. Donc, ça veut dire que c'est du monde qui sont pas capables d'entrer ou de bénéficier du logement social, mais qui en ont besoin. Fait qu'à cette question-là, je dirais que non, que le besoin en logement social est vraiment criant sur le plateau de Mont-Royal. Ouais. D'accord. Et juste une dernière question, est-ce que ça touche vraiment tout Montréal, ce manque de logements sociaux, ou c'est vraiment dans le plateau Mont-Royal? Mais moi, je dirais qu'à la grandeur du Québec, il manque de logements sociaux. Le FRAPRU, je pense, chiffre à 50 000 logements sociaux qui manqueraient à la grandeur de la province. C'est sûr qu'au plateau Mont-Royal, il y a vraiment plus trop de terrains vacants et comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de condos qui se construisent au détriment du logement social. Donc, c'est pas mal un besoin qui est criant et marquant à la grandeur de Montréal et au Québec, oui. Okay. Donc vous faites notamment des actions aussi pour que les politiques entendent ces messages-là? Oui, effectivement. Mais c'est ça, on a 2 regroupements nationaux. Il y a le FRAPRU et il y a le RECLAC. Qui le FRAPRU se concentre davantage sur la revendication pour le logement social. Puis le RECLAC, c'est pour la protection du parc de logements locatifs privés. Donc, on va dire par rapport à la protection pour les hausses de loyer, à la réglementation dans le logement privé, ça va être le RECLAC. Tandis que pour des revendications on veut une volonté, un réinvestissement en logement social, ça va être avec le FRAPRU. Puis oui, on fait beaucoup d'actions, autant dérangeantes, des manifestations, des pressions politiques et des drops de bannières, justement, pour que notre message tente de passer. D'accord. Ben, merci Gabrielle, en tout cas, pour ces informations. Ça fait plaisir. Merci.